Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Baptiste Poncelin. PB, c'est un invité qui m'a été recommandé par Romain, qui était le deuxième invité du podcast, si mes souvenirs sont bons. Étant donné que j'adore Romain, je ne pouvais qu'inviter Pierre-Baptiste et j'ai eu raison parce que notre échange a été très 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 intéressant. Pour vous présenter brièvement PB, il est copywriter, il est freelance. Et il a un style bien à lui et pour ça je suis désolé, je suis obligé de reprendre mon téléphone parce que je voudrais pas travestir les propos du maître. Mais quand on va sur son profil LinkedIn, son à propos c'est convertissez comme le Christ grâce à des textes qui touchent les cœurs et ouvrent les portefeuilles, tout un programme. Il précise en disant que cette bio n'est pas optimisée pour les conversions, mais que par contre ses emails le sont. Et quand on regarde un petit peu son CV, on se rend compte que quand il bossait chez MK2, il était expert extrême de la vente de popcorn. Donc voilà, vous avez un peu saisi le personnage. Je suis très très content de l'avoir reçu. Notre échange était hyper intéressant. Il a plein d'idées très originales sur la meilleure manière de prospecter, de trouver de nouveaux clients, que ce soit les lieux où on va chercher ses clients, mais aussi la manière qu'on a de les aborder. Donc j'espère que vous en retirerez plein de choses. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Et sans plus attendre, je laisse la parole à PB. Monsieur Pierre-Baptiste Poncelin, dans ce nouvel épisode de Yankee. Hello. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps, enfin de m'accorder un peu de temps, c'est moi qui vais faire l'interview seul aujourd'hui. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux en deux mots te présenter et dire à tous les auditeurs de Yankee ce que tu fais avant qu'on rentre dans le vif de la discussion? Yes, déjà merci beaucoup de me recevoir. Du coup, qui je suis? Je suis Pierre-Baptiste Poncelin et si je devais résumer en un mot, je suis copywriter. Si je devais résumer en plusieurs mots, ce qu'on m'a demandé de faire hier, j'ai répondu que j'écrivais les meilleurs emails, mais c'est pas à moi d'en juger, essentiellement. Effectivement, c'est un sacré claim. Va falloir qu'on revienne là-dessus, mais bon, d'après ce que j'ai entendu dire, je pense que tu peux prétendre au titre sans problème. Donc, tu es copywriter. C'est ça. Ok. Et donc, majoritairement, tu fais que de la rédaction d'email aujourd'hui. En gros, Non, ton non, activité aujourd'hui, principale. c'est beaucoup d'emails, ça c'est Mhm. clair, c'est beaucoup d'emails. C'est mon activité, ça se sépare vraiment entre mes gros clients pour qui je vais faire du done for you, c'est-à-dire écrire pour eux des emails, parfois Mhm. écrire des contenus, mais qui ont vraiment à vocation de convertir. Donc pas d'articles de blog et de choses comme ça, Ouais. Ouais. vraiment des trucs plus pointus, des pages de vente. Mhm. Et après, de la stratégie, essentiellement beaucoup de stratégie marketing, un peu de pub Facebook, mais tout ce qui est vraiment relatif à la copie et à la persuasion, quoi. Ok, très bien. Bah, c'est très, très clair. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Officiellement, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Ok, donc c'est quand même Ouais, relativement récent. Et bon, ouais. bah, donc, tu le sais, je te l'ai expliqué, l'objectif de ce format, c'est d'essayer de revenir un peu sur les débuts et notamment sur le premier client. Et puis après, c'est un prétexte à la discussion pour parler de la manière dont tu développes ton activité, dont tu conçois ta relation client aujourd'hui. Mais ce premier client, est-ce que tu peux nous dire d'où il vient, comment tu l'as trouvé, comment ça s'est passé? Ouais, ouais, bien sûr. Euh, pour la petite histoire, le tout premier client, j'ai fait à peu près toutes les erreurs. Donc, c'est pas mal. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, on veut éviter les erreurs, mais c'est pas mal de les faire pour ne plus jamais les faire derrière. Ouais. Donc, quelles ont été ces erreurs? La principale, c'est en gros, pour donner le contexte, à l'époque, je faisais de la boxe. J'étais inscrit dans une salle à Paris. Ok. Et j'ai vu que le dirigeant de cette salle voulait se développer en ligne, proposer des formations en ligne, des choses comme ça. J'ai fait OK, vas-y, je vais le voir, je le connais, il n'y a pas de souci. Je vais le voir, on se mange un sushi, très sympa. Mhm. Et je lui fais un peu l'offre irrésistible de vas-y, ce que je te propose, c'est que je te fais ton tunnel de vente. À ce moment-là, j'étais plus Ok. général sur mon offre, déjà, ce qui est déjà un peu une connerie. Et, Première erreur. et je lui dis vas-y, je te fous ça en place, tu payes rien. Et je me paye sur les résultats, tu vois. Et là, les problèmes ont commencé. Ok, ok. Et donc, premier, donc, parti pris déjà de se dire, histoire d'être sûr de closer le truc, tu m'avances rien, je me rémunère en com. Comment ça se C'est passe? Le ça. chantier se passe bien? Tu arrives à mettre le truc en place? Il fait ses ventes, il t'a jamais payé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux en parler, tu Non, vois. Mais- ouais, bien sûr, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que je lui ai mis un début de tunnel en place déjà pour lui présenter la chose. Ok, c'est cool.
Lui, il avait un dev à côté qui a checké la chose et qui n'était pas convaincu. Et moi, déjà, à ce moment-là, j'avais ce déclic de me dire, OK, le tunnel, c'est pas là où je suis le meilleur. Par contre, les textes où il y a dedans, c'est pas dégueulasse. À l'époque, c'est pas dégueulasse, il y a un truc à faire. Et petit à petit, finalement, moi, je me suis retrouvé face à des soucis où le gars voulait pas mettre d'argent. Du coup, c'est difficile quand tu veux un logiciel d'emailing, quand tu veux aller plus loin sur ton tunnel, des trucs comme ça. Donc, je me retrouvais un peu les mains liées. Donc, je me suis dit, putain, j'ai vraiment fait une connerie, quoi. Et en fait, là, on part sur toutes ces premières erreurs. Et puis, j'ai vécu le meilleur truc du monde, qui est à peu près un énorme ghosting de sa part. Ah ouais. Et c'était autant c'était libérateur parce que je me suis dit, OK, tant pis. Next, je passe à la suivante. Ouais. C'est ça. Mais autant, vas-y, à bientôt, quoi. Ouais, ok. Et donc, effectivement, donc, baptême du feu un peu, on va dire chaotique, mais en tout cas pas évident. À la suite de ce premier chantier-là, quelles leçons t'en tires? Comment t'affines, toi, ta proposition de valeur, ton cheminement? Comment tu trouves tes clients suivants? C'est quoi le cheminement qui se joue à ce moment-là pour toi après cette première expérience? Après cette première expérience, c'était vraiment OK, plus jamais je travaille pour gratos. ça ne Première va plus se leçon. reproduire. Très important. Ensuite, je me suis vraiment formé en masse. J'étais déjà formé au copywriting. À ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a un souci au niveau du freelancing. J'avais vraiment les bonnes grosses bases. Et très, très vite, je me suis dit, vas-y, je vais chercher la formation. Je ne sais plus combien ça me coûtait l'année, mais je vais vraiment chercher le truc spécial copywriter qui vraiment allait me faire un peu cartonner en anglophonie. J'ai écouté les conseils, j'ai appliqué les conseils et je veux dire, à partir de là, c'était le feu. C'était tout simplement le feu. C'est vrai? Ouais, sincèrement, je veux dire, les trucs que j'ai appris dans cette formation, j'y retourne encore régulièrement pour me faire des checks. Et c'est les plus gros, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Il va falloir que tu m'en dises plus, on en reparlera. Mais ok, non, mais c'est super intéressant de voir que déjà, ce que j'en retiens moi, c'est cette honnêteté intellectuelle de dire ok, là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je retourne me former. Parce que, bon, déjà, il y a le fait que, première expérience, tu te rends compte que si le système n'est pas trop là, par contre, les textes sont là, que tu es bon dans tout ce qui est copie, persuasion, tu te dis ok, il y a peut-être un truc à faire, je vais capitaliser là-dessus. Deuxième leçon, c'est de dire ok, je prends du recul, il y a des trucs qui n'allaient pas dans la manière que j'ai eu de gérer le dossier. Et puis, si je veux vraiment développer mon activité, il faut que je me forme. Donc, c'est avoir l'honnêteté et l'humilité de se dire, il va falloir que je reparte au charbon et que je me forme. La démarche d'aller chercher la formation de référence, parce que les formations gratuites, il y en a plein, des blogs sur le sujet, il y en a des masses. L'information, elle est là, si tu veux. Mais tu as fait le choix d'aller payer une formation, j'imagine, un peu premium pour t'aider à monter en compétence là-dessus. Et à l'issue de ça, ton activité, elle est lancée. Est-ce que comment ça se passe à ce moment-là quand tu décides d'aller te former? Comment tu fais ta recherche pour identifier les bonnes ressources? Et psychologiquement, est-ce que tu n'as pas ce truc de te dire bon allez, je vais aller mettre pas mal d'oseille sur la table pour aller me former? Voilà. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé à ce moment-là pour toi? Pour être parfaitement sincère, j'avais déjà acheté quelques formations en ligne. Tu vois, j'étais par exemple client chez Stan Leloup. J'avais pris son déclic qui t'apprend un peu à créer un projet, ton premier business, lancer un truc. J'étais dans ces communautés et ça, c'est important pour la suite parce que c'est quelque chose qui m'a fait trouver un client qui derrière m'a vraiment permis de décoller sur mon marché. Et ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on y revienne tout à l'heure. Maintenant, au niveau de cette formation, ça faisait un moment que je suivais les personnes de copyhackers, copyhackers.com, et que je regardais ce qu'ils faisaient, que j'étais un peu attiré par leur formation en général. La philosophie du truc, ce qui se dégageait un peu de leur positionnement, etc. Okay. C'est ça. Et à ce moment-là, ils lançaient leur première formation pour freelance qui coûte quelque chose comme en continu, puisqu'il y a aussi un accompagnement avec, qui est à entre 250 et 300 par mois. Okay. Ce qui est aujourd'hui, ce qui peut paraître énorme ou pas énorme, ça dépend de comment on se positionne. Bien sûr. Je sais qu'à l'époque, pour moi, c'était vraiment c'était chaud. Je me disais, putain, 300 balles par mois, je vais me saigner.
de ouf. Mhm. Surtout que j'avais pas de thunes. J'étais à peu près à 1 000 € en déficit sur mes comptes Putain. personnels, tu vois. Donc, Ok. c'était pas dingue. C'était pas dingue. Ok. Là, j'ai fait, vas-y, fais chier, quoi. J'y vais. Et du coup, moi, ce que je trouve, en fait, j'en parle parce que plusieurs fois, je me suis retrouvé dans une situation similaire où je me dis, j'y vais pas, est-ce que j'investis ou pas? Je suis assez convaincu de la nécessité et de la plus-value d'être accompagné. Alors, je pense que la formation en ligne, quand c'est juste une formation, il y a le danger de je paye, je suis motivé pendant 3 semaines parce que j'ai fait un gros chèque et du coup, bah, je veux le rentabiliser. Mais comme il n'y a personne pour me challenger, s'il n'y a pas au moins une communauté à côté qui est assez dense, Mhm. qui est régulièrement animée, alimentée, etc., c'est facile de décrocher, surtout sur de la Ouais, formation en ligne. Donc c'est pour ça que des fois, je trouve que le coaching, c'est un bon format parce que du coup, au moins, tu as ouais, c'est quelqu'un qui clair. pousse un peu au cul derrière et qui te dit, mec, faut y aller, tu vois. Mais je suis convaincu de la nécessité. Enfin, en plus, quand tu y réfléchis 2 secondes, ça fait sens. Tu as des tas de gens qui sont passés par ce que tu fait ce que tu essayes de faire avant toi, qui sont passés par toutes ces étapes-là, qui ont fait toutes les erreurs que tu peux faire toi. Donc, autant essayer de couper la courbe d'apprentissage en deux en bénéficiant de l'expérience de gens qui l'ont déjà fait. Et donc, tu vas pouvoir capitaliser sur leur expérience à eux, quoi. Et là où je voulais en venir, c'est que des fois, on se dit, putain, j'ai pas les moyens, je peux pas me le permettre, est-ce que machin, c'est un investissement et tout. Mais en fait, inconsciemment, ça te met aussi une pression où tu te dis, bah, si je dépense cet argent que j'ai pas, parce qu'à ce moment-là, l'argent, tu ne l'as pas, en Ouais, gros, tu vois, ouais, bah, il c'est faut que je le terrible. rentabilise derrière, quoi. Donc, du coup, je Ouais, pense que tu te dépasses, tu te défonces pour que cet investissement il ait du sens, quoi. exactement. Exactement. Après, je dois être sincère avec toi. Des gens vont te dire que non, c'est pas de la chance, mais j'ai l'impression d'avoir quand même eu de la chance, en ce sens où après je me suis retrouvé à des endroits où c'était le bon endroit au bon moment, tu vois. Okay. Et, Après, et ouais, ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que au bon endroit, au bon moment, mais des fois, je pense que les opportunités, on se les crée de manière indirecte. Alors, oui, tu as des effets collatéraux que tu ne pouvais pas prévoir, c'est-à-dire que tu mhm, as entrepris une action dans ce but-là et en fait, tu te rends compte que bah, ce but-là, tu l'as atteint ou pas, mais que derrière, ça a créé des opportunités. Parce que moi, quand on me dit j'ai eu de la chance, c'est toc toc, tiens, il y a quelqu'un qui toque à la porte, ouais, comme par hasard, il cherchait un copywriter, tu vois. ouais, ouais, ouais. Là où je pense que et c'est à mon avis ce que les gens veulent dire quand ils disent que c'est pas de la chance, c'est que Mhm, peut-être des opportunités, tu te les as créées de manière directe ou indirecte, soit bah, en publiant du contenu sur les réseaux, soit en te rendant visible, soit en rejoignant des mhm, communautés. Peut-être que on peut parler de ça aussi, je crois que c'est le point que tu as ouais. évoqué tout à l'heure, en rejoignant des communautés dans lesquelles il y a des gens auxquels tu vas pouvoir proposer tes services, etc. etc. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment chercher. C'est dès qu'il y a une opportunité, il y a des peurs, il y a des inquiétudes. Tu te dis, vas-y. Par exemple, aller à des événements, moi je sais que c'est vraiment les événements qui ont beaucoup servi mon Okay. activité. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Euh, mais c'est vraiment à ces événements-là où je sais que beaucoup de personnes, et surtout des personnes plus dans le copywriting, qui vont peut-être avoir des personnalités un petit peu, comment on dit déjà, introverties, sont Mhm. pas à l'aise dans ces événements. Où là, bah, faut faire un peu le travail sur soi, de se dire, vas-y, Nick, j'y vais. Et je m'en fous, quoi. Je veux Ouais. dire, il y a vraiment rien à perdre. Ok, je vais être mal à l'aise. Ok, ça va être Ça va compliqué. être Je vais pas connaître les bizarre. gens. Ouais. Mais, qu'est-ce que finalement, au fond, à la fin de cette journée, soit les gens ils t'auront oublié, soit tu auras du travail. Donc finalement, c'est go, quoi. T'as Vraiment pas go. grand-chose à perdre. C'est C'est intéressant ça. de voir que, parce que justice, bon là, on a déjà eu quelques invités dans le programme. Alors c'est marrant parce qu'on a eu des gens qui vont parler bah, du bouche à oreille du réseau. Il y a des gens qui vont parler de la création de contenu comme d'un levier pour générer des opportunités, création de contenu vidéo comme a pu le faire par exemple Romain que tu connais, ou Mhm. Valentin Decker avec qui j'ai échangé sur le contenu écrit, la rédaction d'articles comme moyen de générer des opportunités, etc. C'est la première personne qui me parle des événements. Donc c'est assez intéressant. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe à ce moment-là? Donc tu fais cette formation, tu montes en compétences, tu structures un peu plus ton business, j'imagine que tu précises ton positionnement et ton offre. Et après, tu te dis, go, bah, il faut que j'aille rencontrer du monde, événement, quoi. C'est ça, c'est Ok. ça. Pour reprendre un peu le fil de ce qui s'est passé après la salle de sport, j'avais commencé déjà à rencontrer des gens, j'avais fait des petites missions, des trucs pas ouf, mais des trucs qui permettent de vraiment pratiquer.
de faire rentrer un peu de sous, ça fait plaisir. Oui. Et pour rebondir sur justement ce création de contenu, prospection, événements, en fait, l'important, c'est pas tant ces stratégies-là, c'est vraiment de se dire, OK, à qui je veux m'adresser et où sont les gens à qui je veux m'adresser. Et c'est-à-dire que si ton client cible, il est trop occupé pour mater du contenu ou pour lire ses emails ou des trucs comme ça, et s'il est à des événements, va à des événements. Si ta cible, il regarde des vidéos YouTube, fais des vidéos YouTube. Si ta cible est sur LinkedIn, va sur LinkedIn et mets le paquet. Mais il n'y a pas de... Pas de recette miracle. C'est ça. C'est vraiment ta cible, où est-ce qu'elle est, quoi. Ok. Après, les événements, ça aide quand même pas mal, en ce sens où tu as tout de suite un contact humain avec la personne et ça fait vraiment toute la diff. Ça fait vraiment toute la diff sur le long terme, où on va plus se rappeler du gars que tu as rencontré en vrai que le gars dont tu as reçu un email ou dont tu as lu l'article, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que l'avantage, effectivement, de rencontrer les gens en live, c'est que ça permet, si tu n'es pas un sociopathe complètement dingue, de réussir à créer de la proximité relativement vite. On va dire que si tu es à peu près normalement doté en termes de convention sociale et que tu es un peu sympa, tu peux essayer de créer le lien et le rapport assez rapidement. Et c'est notamment Thomas Burbidge qu'on a eu dans le premier épisode qui parlait du fait aussi que à la fin de la journée, il y a aussi, si tu es sympa et que tu fais attention aux gens que tu as en face de toi et si tu nourris la relation que tu as avec tes prospects, tes clients, etc., les gens ils continuent de travailler avec toi parce qu'ils t'apprécient. Bien sûr, il faut faire du bon boulot, mais dans la balance, le fait que tu sois quelqu'un de sympa et avec qui ils apprécient travailler, ça joue quand même énormément sur la possibilité soit de créer des relations de travail un peu récurrentes, soit même voir de te faire recommander par ces personnes-là à d'autres clients potentiels. Et donc, du coup, comme ça, tu génères un peu ton business. Est-ce qu'il y a un événement en particulier parmi ceux auxquels tu as pu aller qui a vraiment été déterminant pour toi ou pas? Déterminant, je sais pas. Moi, pour la précision, je fais beaucoup d'événements, on va dire, infopreneurs. Donc, infopreneurs, c'est les gens qui vendent de la formation en ligne. Donc, il y en a 3-4 par an. Il y en a 2 particulièrement où je vais pas rentrer dans les précisions puisque c'est des noms flous et si jamais les gens veulent savoir, ils t'envoient un petit message et je ferai passer, il n'y a pas de souci. Si ces événements reprennent un jour. J'espère. Ouais. Maintenant, il y a eu vraiment un événement où j'ai rencontré mon plus gros client de l'époque qui m'a vraiment permis de taffer en masse et de vraiment apparaître dans ce domaine. Où c'était un événement qui s'appelait le Web Entrepreneur Day. Où en gros, comment je me suis retrouvé là-bas, c'est que dans la communauté de Stan Leloup, du coup, dans sa communauté de clients, j'avais discuté avec des gens, dont une de ses clientes qui avait dit « Hey les gars, il y a le Web Entrepreneur Day, vas-y, j'ai des places, ça vous dit ?» Et c'est à ce moment-là justement qu'il faut se dire « Ok, je saisis les opportunités et puis nique. » Et je saisis l'opportunité, j'y vais, je fais cet événement, c'était intéressant. Et puis je tombe sur un gars avec qui je discute. Sauf que ce gars-là, c'était l'organisateur de l'événement et c'était Antoine Pétavin. Donc Antoine Pétavin, qui c'est la personne qui a créé le site Je récupère mon ex et qui aujourd'hui travaille beaucoup plus sur son business de marketing. On se rencontre, on discute. Je lui pose 2-3 questions sans vraiment me dire vas-y, go. Et puis, dans le fil de la conversation, il me dit vas-y, je cherche quelqu'un pour mes emails. Est-ce que ça te dit qu'on bosse ensemble dessus? Et je fais ouais, vas-y. et c'est là que c'est ça. Et en fait, là, c'est un esprit un truc de shift à avoir que j'avais vraiment essayé de développer. C'est de se dire à la fin de cette journée, c'est cool si j'ai des clients, mais surtout, je m'en fous. Parce que si tu t'en fous pas, tu arrives dans une idée de besoin où tu vas être avec les gens en mode vas-y, j'ai envie de travailler avec toi et tout. Moi, le gars, j'ai vraiment discuté avec lui en mode bas les couilles. Il a kiffé. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vas-y, quand est-ce qu'on travaille ensemble? Bah écoute, là, c'est un peu, je sais pas moi, je savais rien, tu vois. J'étais là, je sais pas. J'ai 2-3 missions à terminer et puis on peut en discuter. Et je connais des personnes qui auraient plus été en mode demain. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et genre, moi, j'ai tout de suite dit, ouais, non, il y a au moins 2 semaines de battement parce que
parce que voilà, faut pas que je me jette comme ça non plus sur un projet du jour au lendemain. Il faut que je mûrisse le projet parce qu'il y a eu cette expérience avant de se dire, OK, maintenant les clients, il va falloir que je les choisisse. Parce que si ça se passe mal, c'est la merde. Donc tout de suite, en fait, c'est important, je pense, de se poser dans une position où même si on a la dalle, se dire, OK, c'est cool d'avoir de l'argent, mais c'est quand même mieux d'avoir une expérience dont tu ressors grandi et dans un état positif que putain, j'ai vécu, OK, j'ai gagné des sous, mais ça m'a coûté beaucoup trop cher, quoi. Et je pense que c'est hyper important ce que tu dis là, parce que je pense que c'est le quotidien de beaucoup de freelances et d'indépendants parce qu'ils sont dans un état d'esprit un peu de rareté et de scarcity et de se dire je sais pas d'où va venir mon prochain client, il faut que je prenne tant que ça vient parce que je suis indépendant, que j'ai pas de salaire qui tombe tous les mois, que si le mois prochain j'ai pas de client, il faut que je puisse gérer, etc. Et qui du coup effectivement se retrouvent enfermés dans des missions qui leur correspondent pas, avec des clients qui ne les stimulent pas, qui les challengent pas et où au final en plus tu finis par arriver sur un truc où grosso modo j'ai le sentiment que tu fais beaucoup d'exé, tu es dans des trucs très mécaniques et pas dans des trucs où tu apportes de la plus-value, où tu es stimulé, où tu as envie de te dépasser pour le client parce que la relation n'est pas porteuse. Après, je trouve ça hyper couillu et hyper intéressant que toi, rapidement, tu aies eu ce shift-là et de te dire, même si je ne suis pas dans une situation genre idéale, j'ai des clients, ça va, mon activité, elle tourne, bon an, mal an, je m'y retrouve, mais il faut que j'ai ce truc hyper intentionnel de me dire, mes clients, c'est moi qui les choisis. Et pas de subir ton marché, et plutôt de te dire... si je veux que ce soit viable et porteur à long terme, il faut que je sois particulièrement, je fasse attention aux clients avec lesquels je bosse. Quoi. C'est ça. Et pour aller plus loin là-dessus, maintenant, à chaque fois que je prends un appel avec un client potentiel, et même depuis cette époque, ça a toujours été, je pars sur cet appel en non, je ne veux pas prendre la personne, et maintenant je vais rechercher les raisons qui feraient qu'il faudrait que je travaille avec, tu vois. Pour vraiment me dire, OK, c'est vraiment retourner la vapeur en ce sens où c'est pas la personne qui décide de travailler avec toi, c'est toi qui décides de travailler avec la personne. Tu vois. Et du coup, tu prends le lead au moins de ton, de ton call de closing finalement. C'est énorme comme shift en termes de perspective. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui l'abordent comme ça parce que, c'est terrible à dire, mais quand tu es en besoin, quand tu te lances, quand tu essaies de... Voilà, tu vois, il faut avoir un peu très dur. La force de se dire, c'est peut-être pas le bon, il y en aura d'autres, c'est pas grave, ça va pas s'arrêter là, faut pas non plus... Et donc, du coup, ton activité aujourd'hui, comment tu as fait ces événements, tu as trouvé tes clients, tu as continué à gagner, à monter en compétences. J'imagine aussi qu'au fur et à mesure, tu as pu préciser ton offre. Donc, on a dit, voilà, tu es passé de je fais des funnels à je suis copywriter et j'imagine de je suis copywriter à je suis copywriter pour créer du contenu qui convertit, grosso modo, que ce soit des emails, de la page de vente, etc. Créer du contenu qui convertit. J'imagine aussi que cette posture ou cette position de pouvoir se dire c'est moi qui choisis mes clients et pas l'inverse, pour en arriver là, il faut avoir peut-être, alors c'est important d'avoir dès le début, mais je pense d'avoir un positionnement qui soit relativement précis et du coup un pricing qui va avec, parce que tu vois, pour te laisser la latitude et pas être justement à la merci du premier client venu. Et je pense que tu parlais de ça au début du call, tu as dit la première erreur, c'est que au début, je ne savais pas trop ce que je proposais, entre guillemets, je ne savais pas trop où j'allais, dans le sens où je n'avais pas une proposition de valeur hyper précise. Je pense que pour avoir un positionnement premium et des pricing qui va avec, plus tu arrives à avoir une proposition de valeur qui est forte et précise, et mieux c'est. Je ne sais pas si toi, tu as vu l'effet de ce truc-là dans ton activité ou pas. Sur le lien avec le pricing, tu veux dire? Le fait de réussir à affiner ton positionnement, la manière dont ça impacte ton pricing et surtout la manière dont ça impacte ta position par rapport au client et le fait que tu puisses être en mesure justement d'être un peu plus picky parce que voilà, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que ça vaut et tu sais que... Là-dessus, déjà sur le pricing, tu as aussi des manières de le présenter pour que ça se fasse, tu vois. Je veux dire, il y a plein de techniques de persuasion sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui pour ancrer ton prix d'une certaine manière, le présenter d'une autre manière
et faire une offre intéressante. Après, je dois t'avouer que même moi, mon positionnement aujourd'hui, je le trouve pas suffisamment niché, dans ce sens où, ok, je fais du copywriting pour des infopreneurs qui vendent de la formation en ligne et qui en ont quelque chose à foutre de la réussite de leurs clients. Et ça fait un bon tri quand même. Précision qui a son importance. Ouais, carrément. Ouais. Ça élague pas mal. Ouais. Mais disons que c'était pas dans cette relation que j'avais connecté finalement mon pricing. Moi, c'est vraiment, un jour, je suis arrivé, je me suis dit, OK, on m'a dit qu'il fallait que je price cher. Je suis pas trop à l'aise, mais je pense que ça peut le faire. Après, tu fais les calculs, tu te dis, OK, si je veux gagner tant euros de l'heure, tu commences à un peu donner du sens à ton pricing. Mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec des gros chiffres, ça peut être dur au début. Et le seul moyen de faire sauter ça, sans faire des gros chiffres pour faire des gros chiffres aussi, bien sûr. Je dis pas la mode qui est de dire price cher pour pricer cher. Et puis derrière, parce que c'est important derrière, forcément, de délivrer ton service aux petits oignons, mais vraiment au top du top du top. Moi, j'ai vraiment cette mission auprès de mes clients qui est de me dire, OK, je commence un truc avec eux. À chaque fois que j'ai un call avec eux ou quoi que ce soit, je veux qu'à la fin, ils soient juste soulagés. C'est ma seule mission. Ils sont soulagés. C'est tout. Et ils font des ventes, évidemment. Et tout ça pour dire que si certains ont du mal aujourd'hui à pricer cher, je le comprends carrément. Enfin, pricer cher, encore une fois, cher, c'est relatif. Oui, mais je le comprends en ce sens où moi, la première fois où j'ai dit, OK, là, ça va faire 4 000 euros, tu te dis... Je tente. C'est ça. T'attends de voir si ça passe. Et en face, tu fais ouais, ok. Et déjà, si en face, tu as quelqu'un qui te dit ouais, ok, aussi facilement, c'est que tu n'es pas assez cher. Bah, bien sûr, c'est ce que j'allais te dire. Et ensuite, à partir du moment, ça devient ta nouvelle normalité, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que après, voilà. Il faut y aller, il y en a beaucoup pour qui ça passe par une augmentation de manière un peu incrémentale, quoi. C'est, OK, première mission 1000, la deuxième 1250, la troisième 1500, la quatrième 2000, etc. Et puis après, effectivement, tu n'es pas obligé de doubler ton prix du jour au lendemain, mais tu vois, Et je pense que c'est important aussi parce qu'au fur et à mesure des missions, tu montes en compétences, tu acquiers de l'expérience. Et on voit beaucoup de gens qui restent un peu toujours dans les mêmes, qui n'osent pas, qui ont peur parce qu'ils se disent ah, mais si je demande plus cher, mon client, comment il va réagir? Tu peux aussi renverser le truc en te disant j'ai peut-être envie d'avoir le type de client pour qui 4 000 euros, ce n'est pas une question, tu vois. Et bon, après, ça veut dire que derrière, il faut que tu délivres à hauteur de ça. Tu as complètement raison. Il faut aussi te dire. Et parfois même pas avoir peur de se dire là, je suis un peu en dessous dans tout ce que j'ai fait jusque-là, mais je sais que je peux le faire, je vais fournir les efforts pour, je vais taffer 2 fois plus s'il faut, je vais délivrer à hauteur de ce qu'on attend de moi. Donc c'est important que les deux soient liés. Tu peux effectivement pas faire facturer des services hyper chers et pas délivrer derrière, mais je pense qu'il y a un petit challenge, une petite dynamique qui est un peu aussi porteuse là-dedans, quoi, dans la manière de concevoir l'évolution de son pricing. Et c'est un positionnement aussi. Ouais. Pardon. Non, c'est vraiment un positionnement de se dire tu as quand même cette valeur perçue de ce qui est pas cher a moins de valeur, ce qui est cher a plus de valeur. Et franchement, à chaque fois que j'ai travaillé avec des clients et que j'étais pas assez cher, ils écoutaient pas ce que je disais. Et ça rend ouf. Et tu sais, c'est hyper drôle parce que on en a parlé justement avec Romain où je lui disais, c'est une question qui me fascine, cette espèce de biais cognitif où tu prends exactement le même service, le même prestataire, tu fais payer plus cher à une personne, moins cher à une autre, celle qui a payé plus cher a l'impression qu'elle en a eu plus pour son argent que l'autre. Et je trouve ça ouf, en fait. Je trouve ça dingue. Et c'est vrai que le signal que tu envoies aussi en valeur perçue, et ça fait aussi le tri dans tes clients, mine de rien, parce qu'il y a des gens qui disent le mec est cher, donc forcément, c'est qu'il doit être compétent. Bon, moi, j'ai pas ce budget-là, tant pis, peut-être plus tard quand mon activité aura un peu évolué. Ou alors, à l'inverse, il y en a qui vont se dire je vais me payer le meilleur parce qu'il va me fournir des résultats de dingue et c'est ce qu'il faut pour développer mon activité. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que tout ça, c'est lié, tu vois. C'est la manière que tu as, toi, de présenter ton activité, les tarifs que tu proposes,
tout ça, ça contribue à ton positionnement et à la manière dont tu es perçu et à ton évolution dans cet écosystème-là, quoi. Donc, C'est ça. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Après, c'est important de faire attention aussi finalement à la valeur que tu apportes derrière. J'aime pas trop dire ça, apporter plein de valeur, apporter plein de valeur. Oui, il faut délivrer la valeur. Parce que je te prends un copywriter et je te prends un content marketer, sans taper sur les content marketers, le copywriter, il va rapporter de l'argent finalement avec ses textes. Le content marketer, il va rapporter un post. Ouais. Autant un post, tu peux le framer, tu peux mettre un cadre en disant, OK, ce post que tu as aujourd'hui, c'est un asset que tu as pour ta société. Pour un jour, ta société peut prendre de la valeur. Ça fait partie de tes acquis que tu peux revendre à quelqu'un. Donc, c'est une valeur existante. Maintenant, sur l'instant présent, c'est sûr que tu peux pas pricer un article de blog à 1500 balles comme tu ferais une page de vente à 1500 balles, quoi. Ouais, bien sûr. Ah non, mais c'est sûr. Voilà. Je comprends effectivement. Dans l'absolu, c'est plus facile à vendre à quelqu'un de dire ce que je fais moi, ça va te rapporter de l'argent sonnant et trébuchant dans tes poches à la fin de la journée, quoi. En gros, plus que de dire aux gens, va falloir parier sur le long terme, c'est un truc qui va générer du trafic, ça va venir faire grossir ton audience, et derrière, tu vois ça. Un peu ce truc aussi de je me dédouane dans le sens où c'est les équipes de vente qui vont closer derrière. Moi, je ramène du monde sur ton site et puis pour le reste, tu vois, c'est moins tangible en termes de plus-value. Donc, c'est sûr que tu le valorises différemment. Aujourd'hui, tes clients, ils viennent à toi comment? Comment tu les trouves? Maintenant que, voilà, avec un peu de recul, ça fait 1 an, tu es passé par plein de choses, tu as développé ton activité en utilisant différents leviers. Aujourd'hui, tu continues à prospecter de manière active. Alors, je ne sais pas si tu es très porté sur la création de contenu ou pas. Est-ce que tu continues à aller à des événements? Est-ce qu'on te recommande? Comment ton activité elle tourne aujourd'hui? Alors, avant d'y répondre, tu as parlé de création de contenu. Règle numéro 1, c'est vrai, le contenu paye. En tant qu'indépendant, le contenu doit être la chose qui doit rester toujours dans la tête. Parce que ton contenu, tu le fais aujourd'hui, il sera toujours là demain, il continuera de payer des dividendes. Donc, il y a un instant, j'étais en train de dire que le contenu, c'était pas ouf. Mais en tant qu'indépendant, le contenu, ça doit vraiment, c'est ça qui crée ton autorité, vraiment. Tu crées un contenu qui tabasse. Maintenant, pour te répondre, aujourd'hui, je crée pas de contenu et c'est hyper frustrant parce que j'ai pas le temps. Et je sais qu'il faut et je veux créer du contenu, je veux vraiment faire des trucs cool. Maintenant, je sais aussi que la création de contenu, c'est pas non plus nécessairement là où je suis le meilleur. Ouais. Et aujourd'hui, je fais juste un petit peu de capture d'email et j'envoie des emails parce que je sais que là, je m'éclate. Et pour te répondre sur comment je trouve des clients, c'est des retombées finalement de ces 2 dernières années beaucoup. Okay. Donc, du bouche à oreille, de la recommandation. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un post il y a 2 semaines. J'ai fait un post sur Facebook qui était tiré d'un email, tu vois, c'est juste passé comme ça, boum, on s'en fout. Et j'ai reçu un message de quelqu'un, mais que j'avais déjà rencontré en vrai. Et juste, je me suis rappelé à sa tête qui s'est dit, OK, ça y est, j'ai besoin de toi, je te contacte, quoi. OK, d'accord. OK. Ah, c'est marrant, c'est hyper intéressant parce que je pense que tu viens de dire un truc qui est assez important. On est tous les deux d'accord pour dire que la création de contenu, ça aide à bien des égards, que ce soit pour établir une légitimité, etc., te rendre visible aussi sur les plateformes. Il y a certaines plateformes où c'est plus facile que d'autres parce que, par exemple, la portée organique sur un LinkedIn aujourd'hui, elle est encore assez dingue. Sur Facebook, c'est clair. Facebook, il y a des alternatives. Tu peux aller dans des groupes ciblés, tu vois, tu peux essayer de te faire repérer dans des communautés qui existent. Ouais. Après, ton profil et ta page sur Facebook en tant que tel, c'est compliqué à faire grossir aujourd'hui. Mais c'est marrant de voir que toi, spontanément, tu t'es dit, écrire des emails, ça m'éclate. En plus, je suis bon là-dedans. Je vais me concentrer, le peu de temps que j'ai accordé à la création de contenu, je vais la concentrer là-dessus, c'est-à-dire je vais faire de la capture d'email, je vais pousser de l'email, je vais essayer d'alimenter ma communauté comme ça, et puis si après il y a des gens qui m'appellent pour dire OK, je suis prêt, je veux bosser avec toi, tant mieux, tu vois. Et c'est marrant parce que je pense que il y a une raison pour laquelle Romain fait des podcasts et des vidéos, il y a une raison pour laquelle Valentin Descaires écrit des articles. C'est que des fois, il faut aussi, comme tu l'as dit, ça doit être une préoccupation qui reste et qui fait toujours partie un peu de tes considérations, quel que soit
peu importe où tu en es dans ton activité. Et pour que ça reste, à mon avis, il faut faire un truc qui te ressemble, dans lequel tu es à l'aise, sur lequel tu peux investir sur le long terme. C'est ça. Un truc qui te fait kiffer. Si tu kiffes faire des vidéos, alors ça, il y a un peu, du coup, il peut y avoir un conflit, mais c'est important de ne pas souffrir de son activité. En ce sens où j'en parlais l'autre fois aussi avec un entrepreneur qui a que lui, il sait que sa communauté, elle est sur LinkedIn. Ses prospects sont sur LinkedIn. Maintenant, lui, il kiffe faire des vidéos. Et du coup, il ne va pas mettre autant le paquet sur LinkedIn que sur les vidéos parce qu'il veut faire des vidéos, il va faire des vidéos et il a raison parce que c'est important de faire un truc aussi où derrière, tu kiffes, quoi. Si tu kiffes pas, ça ne sert à rien de le faire. Non, mais c'est sûr, si c'est laborieux et si à chaque fois que tu dois te mettre à créer du contenu, faut que tu te prennes par la main parce que ça te fait chier, en plus, tu n'as pas d'idée, tu n'es pas inspiré, tu mets 2 fois plus de temps à finir les trucs. Donc, non, je pense qu'effectivement, c'est important de faire, comme tu l'as très bien dit, savoir qui j'essaye de toucher avec ce contenu-là, où est-ce que ces personnes se trouvent, et comment je peux m'approprier la plateforme ou le format pour faire quelque chose qui me ressemble et que je prends du plaisir à faire. Parce que c'est un peu les 3, si je devais résumer, un peu les 3 règles qu'il faut avoir quand tu dois créer du contenu dans l'optique de développer ton activité d'un autre. Exactement. Bon. Je crois que ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble et je sais que ton temps est précieux. Est-ce que avant qu'on se quitte, PB, tu as un dernier petit mot à passer aux gens qui nous écoutent sur la meilleure manière de se lancer, sur ton final words avant de lâcher le mic? Ok, alors 3 choses. Je vais faire vite, mais on a encore un peu de temps. Je ne veux pas prendre non plus trop de ton temps. La première, si vraiment ta communauté, enfin ton audience, donc vous qui nous écoutez, vous voulez trouver des clients. Aujourd'hui, la meilleure recommandation que j'ai à faire, c'est d'aller là où, du coup, comme je disais, il y a vos clients, mais surtout aller là où vos prospects, donc vos clients cibles, payent pour aller. Okay. En ce sens où, par exemple, si vous dites, OK, je vais prendre mon exemple, OK, je veux m'adresser à des entrepreneurs qui vendent de la formation. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller chez d'autres entrepreneurs qui vont, par exemple, qui ont des communautés payantes, qui vont t'apprendre à, je sais pas, faire de la pub Facebook, faire quoi que ce soit, dans ce qui va être complémentaire à toi, ton activité. Okay. Tu payes pour leur formation, tu rentres dans leur communauté, tu apportes des réponses aux personnes qui sont là. Et au fait, moi, je suis l'expert en copywriting. Je peux vous aider, tu vois. Et en fait, tu as un peu, en anglais, ils appellent ça le peanut butter and jelly. Donc, tu as l'entrepreneur avec sa communauté, sa formation, son truc, qui est le peanut butter. Et toi, il faut que tu te positionnes comme ça, jelly, tu vois. C'est hyper smart. Parce qu'en plus, tu es sur une audience qui est qualifiée parce que tu es sur des gens qui ont déjà payé. Exactement, exactement. Et le meilleur endroit, et ça, je crois qu'on le doit à Gary Albert, qui avait écrit ça dans les Born Letters, le meilleur endroit pour trouver des clients, je te le fais en 2020, c'est après la caisse, quoi. Ouais. Donc, c'est littéralement te mettre là où les gens ont déjà payé pour quelque chose. Parce qu'ils vont en plus repayer pour quelque chose très souvent. Même si c'est une personne qui fait comme toi, je peux te dire demain, je me paye une formation, je sais pas quel copywriter, s'il a une communauté, je sais que dedans, j'ai un potentiel client de fou furieux dans les copywriters, quoi. C'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est de faire ce que personne ne fait, mais de manière cool. Alors ça, je sais que tu voulais qu'on en parle. Quelque chose d'important. Alors, un livre que je n'ai pas lu, que je vais recommander quand même, parce qu'on me l'a beaucoup recommandé, c'est la giftologie. Giftologie, je n'ai pas les références exactement, mais ça te parle exactement de comment... Si je te fais un résumé nul, alors peut-être que je me trompe et il faudra qu'on me corrige. Le résumé qu'on m'en a fait, ça va t'expliquer comment des sociétés comme Disney, des choses comme ça, traitent finalement leur relation client. Ouais. Et j'ai été chercher un peu plus loin avec moi ma relation en général, puisque je suis vraiment d'avis que c'est le réseau qui fait tout. C'est vraiment le réseau qui fait tout. Tu peux pas y arriver tout seul. Soit dans ton activité, tu peux pas y arriver tout seul, et tu peux pas y arriver tout seul, même si tu es tout seul dans ta chambre et que tu connais pas quelqu'un qui peut te mettre en relation avec quelqu'un. Du coup, moi, ce que j'ai fait tout de suite, c'est aller rencontrer des gens. C'est-à-dire, tu prends Thomas, j'ai été le rencontrer tout de suite. Romain, on s'est envoyé un message, j'ai été le rencontrer tout de suite. Et derrière ça, c'est une fois que tu as ces relations, il faut les entretenir. Donc, tes relations amies, tes relations aussi, là du coup ça rentre pour Thomas et Romain, c'est pas le cas, mais aussi les relations prospects et les relations clients. À chaque fois que j'ai un nouveau client, je lui envoie un cadeau.
qui va souvent être un bouquin assez recherché sur ce que je sais qu'ils kiffent. Ok. Ou moi, il y a des bouquins que j'envoie à tous mes clients parce que je sais, si je t'envoie ça, je sais que tu vas être fou. La deuxième chose, c'est d'envoyer des cartes. Les fameuses cartes. Les gens ont cru que j'avais fait ça pour Noël parce que j'envoyais des cartes aux alentours de Noël. C'est juste que j'envoie des cartes régulièrement. Ok. Où j'ai fait personnellement des cartes sur Photoshop, que j'ai fait imprimer, où j'ai vraiment, je me suis dit, on va faire un truc qui représente ma marque. C'est vraiment faire tout le branding, ton branding personnel sur ta carte que tu vas envoyer. Et moi, c'est vraiment, je l'ai envoyé à tous les gens que j'ai kiffé dans l'année, qui m'ont apporté quelque chose, mais même personnellement, tu vois. J'en ai vu passer quelques-unes, des photos de ces fameuses cartes. Je trouvais ça hyper smart. Voilà. Ouais. Et c'est juste, voilà, et c'est cadeau, tu vois. Tu veux faire passer à cette personne un bon moment. Et moi, je n'attendais rien en retour de ces cartes. Je me suis juste dit, ok, toi, je t'ai kiffé, je t'envoie une carte. Puis je m'en fous. Je ne montrerai pas les cartes parce que du coup, j'en ai encore à envoyer. Okay. Mais et je vais garder la surprise pour les personnes qui les recevront. Mais ça, c'est super important. Il ne se passe rien dans la poste. Aujourd'hui, moi, je reçois un truc dans la poste, mais je suis fou, en fait. Tu m'étonnes. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. C'est par opposition, tu vois, il y a plein de gens qui pourraient se dire la même chose des emails. J'envoie un email un peu sympa à quelqu'un dont j'ai kiffé le contenu. Ça fait toujours plaisir, mais c'est bête à dire. L'impact d'une carte personnalisée, c'est pas, tu vois, parce qu'il y a des gens, j'entends déjà les gens qui vont dire ouais, si je vais envoyer un bouquin à tous les gens que. Non, là, ok, ça te fait un budget, tu dois claquer une petite centaine d'euros par mois pour ton machin. Non, mais les cartes, quoi. Les cartes, c'est pas non plus. Si tu peux pas mettre 50 euros dans l'impression de cartes un peu personnalisées pour essayer d'entretenir les relations avec des gens qui t'ont apporté un truc ou des personnes avec lesquelles tu as envie d'approfondir la relation, il y a un souci, tu vois. Mais je trouve ça hyper malin. Et plus ta carte est canon, ça, faut vraiment faire un effort pour que la carte soit belle et que la personne ait envie de la poser dans un endroit un peu sympa, tu vois. Si tu fais cet effort, la personne va peut-être la poser dans un endroit, l'afficher si la carte est sympa, tu vois. Ton branding, tu fais un petit truc léger dans un coin. Ta carte, tu fais un truc canon qui juste peut être affichable. Et la personne, c'est tous les jours qu'elle va penser inconsciemment à toi, quoi. C'est toujours là dans sa tête. Et ça, c'est important. Ok. Et tu m'avais dit, je crois que tu m'avais dit, il y avait 3 trucs. C'est ça. Ouais. En vrai, il n'y a pas de troisième truc. J'aime bien dire 3. Et en fait, le troisième, soit je l'improvise, soit je ne le trouve pas. Mais juste 2, c'est nul. Bon, ok. On va dire qu'il y en avait 3. Mais non, mais très, très bon conseil. Je suis bien content qu'on ait pris le temps de discuter de ça parce que je pense qu'effectivement, la giftologie et le fait d'identifier les communautés dans lesquelles tu as des gens qui ont déjà fait l'acte de sortir leur carte bleue pour dire c'est important pour moi, ce projet-là est important pour moi, je suis prêt à investir pour que le projet réussisse. Ça permet déjà de qualifier pas mal et de trier beaucoup parmi tous les prospects potentiels qui existent en ce moment. Je te remercie, Pébé, parce que c'était... C'est avec plaisir. Ouais, non, c'était vraiment hyper intéressant et je pense qu'il y a plein de choses à retenir de tout ça. Et je suis convaincu que notre audience va adorer cette interview. Merci encore. Trop bien. Merci à toi. À la prochaine. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à nous lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous en avez retenu. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait bien plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que notre masterclass en ligne sur la meilleure manière de développer son activité grâce aux réseaux sociaux est toujours disponible. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description pour vous inscrire. On sera ravis de vous y retrouver. 1h30 de contenu où on parle de comment créer son persona, comment créer une stratégie de contenu éditorial qui vous ressemble, comment distribuer votre contenu en ligne, comment l'amplifier, comment convertir vos followers en clients, comment faire grandir votre communauté. Donc c'est tout un programme, on s'est donné beaucoup de mal pour la faire, donc j'espère vous y retrouver. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.